Bienvenue sur ce webinaire organisé par PVB Avocats, cabinet d'avocats spécialisé notamment en droit social, et RH Partner, cabinet de conseil RH que je pense que vous connaissez bien. Nous allons doucement démarrer comme d'habitude puisque on va attendre quelques retardataires. On a à peu près 150 inscrits, il y en a à peu près une 70-80 qui sont connectés à l'heure actuelle, donc on va tranquillement démarrer. Nous avons choisi de traiter un thème. Alors c'est un thème un peu, comment dire, particulier, qui est de dire agir sur les RPS pour sortir de la crise. Certes, je crois qu'il y a d'autres éléments, mais ça nous a paru important, patent, en discutant avec vous, les DRH, les directeurs de structure, les directeurs généraux. Ça nous a paru intéressant parce que, en vous rencontrant, en discutant avec vous, on s'est rendu compte, et on l'a mesuré nous-mêmes, bien évidemment, on a mesuré que ce facteur de risques psychosociaux qui existe en entreprise et que l'on mesure déjà depuis quelque temps, notamment lié entre autres à la digitalisation, mais pas que, ce facteur s'était largement aggravé pendant la pandémie que nous vivons. Je pense qu'on ne peut pas encore l'employer au passé. Ne serait-ce que par plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est l'anxiété même de la pandémie. L'anxiété liée à la crise économique. Est-ce que mon entreprise va se pérenniser, être pérenne? Est-ce que effectivement je vais pas malheureusement faire partie d'un plan social? Voilà, ce sont des sujets qui sont dans l'esprit des salariés et des cadres. Autre facteur majeur, et ça on l'a déjà évoqué, on pourrait faire quasiment un sujet rien que sur cet aspect, c'est le télétravail. Le télétravail qui est un télétravail choisi ou pas choisi, le télétravail avec les problèmes de connexion, la connexion partagée avec la famille, l'exiguïté des habitations, le peu de confort qu'on peut avoir. On a eu même l'occasion d'une entreprise qui nous a expliqué qu'un des salariés était obligé d'enlever ses tiroirs de la commode pour pouvoir s'installer, pouvoir mettre son ordinateur dessus. Donc, vous voyez le contexte. La cohabitation familiale, se retrouver avec effectivement un conjoint qui devient son collègue de bureau. Et puis, un aspect, je ne sais pas comment le qualifier, mais c'est en discutant aussi avec un DRH qu'on a pu mesurer l'opposition entre les gens qui sont au bureau et qui effectivement sont en télétravail et ceux qui sont une activité manuelle et qui ne peuvent pas bénéficier, et cette espèce de, comment dire, pas d'antagonisme, mais de suspicion entre ces deux camps. Même l'expression qui avait été utilisée par le DRH, je la cite, c'était une opposition, on revient à une opposition entre col blanc et col bleu, c'est son expression, mais ça traduit bien le fait que certains peuvent bénéficier effectivement du télétravail et d'autres non. Et puis un autre facteur, c'est aussi le retour à la normale. Comment ça va se passer? Est-ce qu'effectivement tout va reprendre comme avant ou pas? Effectivement, on peut estimer que ce ne sera pas le cas, mais c'est un peu présent dans toutes les têtes et un peu dans la réflexion qu'on peut mener, qu'on peut avoir sur l'entreprise et ses salariés. Je lisais un article hier ou avant-hier sur la position de Google. Google chantre effectivement de la qualité de vie au travail, chantre de permettre de l'exposition de ses salariés. Et aujourd'hui, la réflexion de Google, c'est de dire non pas de fermer ses bureaux, mais au contraire de rendre ses bureaux plus grands. Et puis, ils ont pris aujourd'hui des contacts et ils font travailler beaucoup d'architectes, et notamment des architectes d'intérieur pour redessiner leurs bureaux et permettre de personnaliser. D'ailleurs, ils ont pris aussi un contact avec Ikea et donc permettre peut-être aux salariés de se retrouver un peu comme chez eux, en se disant bien évidemment qu'ils vont faire la part entre le télétravail et la présence sur site. Donc voilà ces sujets qu'on a envie de traiter avec vous ce matin. Donc on va commencer par un aspect, parce que ça paraît aussi important, c'est rappeler le contexte du droit.
Et puis après, avec Camille Oluski et Sophie Messionnet-Caillès du cabinet PVB. Et après, Serge Delcotor, qui est le spécialiste chez RH Partner, ce qui concerne les RPS et la qualité de vie au travail, interviendra sur la partie plus RH. Donc, je vais commencer par passer la parole à PVB. C'est Camille Oluski qui va commencer à traiter ce sujet sur l'aspect juridique. Et non, c'est Sophie Messionnet. Bonjour à tous. Donc oui, c'est moi qui prends la parole en premier, donc pour vous présenter ces aspects plus juridiques, puisque c'est notre spécialité. PVB est un cabinet d'avocats spécialisé en droit des affaires. Et en ce qui nous concerne, Camille et moi, plus particulièrement le droit social, avec notre équipe d'une dizaine de personnes en la matière. Donc nous, notre rôle, c'est d'accompagner le dirigeant dans toutes les aventures qui peuvent Alors, nous avons perdu Sophie. Peut-être que Camille peut remettre son micro et oui. Voilà, et prendre la relève le temps que Sophie revienne. Merci Camille. Il n'y a pas de difficulté. Donc, on a préparé un petit support qui a pour but de faire un tour d'horizon de toutes les obligations de l'employeur en matière d'RPS. Donc, l'objet, c'est effectivement de faire un tour d'horizon de toutes les contraintes, entre guillemets, légales ou réglementaires qui s'imposent à l'employeur en matière de RPS. Donc, voilà le sommaire rapidement. On va définir la notion de risque psychosocial. D'un point de vue juridique uniquement, puisque le code nous donne une définition, mais peut-être que Serge Deltor, effectivement, approfondira sur ce sujet. Et puis, toutes les mesures de prévention, les instruments de prévention qui sont rendus obligatoires par le Code du travail. Alors, les risques psychosociaux, c'est effectivement une définition qui est donnée par le Code du travail qui recoupe plusieurs sujets. Le stress, donc, on verra tout à l'heure, qui est effectivement un déséquilibre entre les contraintes qui nous sont assignées et les ressources dont on bénéficie. Des violences internes commises au sein de l'entreprise par des salariés, donc les notions de harcèlement moral, sexuel ou les problèmes de conflit. Et puis les violences externes, donc, qui sont commises sur des salariés, mais par des personnes externes à l'entreprise. Donc c'est tous ces sujets-là qui constituent les risques psychosociaux au sens du Code du travail et qui ont pour conséquence des atteintes à la santé, donc effectivement de façon assez classique, dépression, anxiété, épuisement, maladie cardiovasculaire. Bon, le champ est très large, mais effectivement, voilà. Alors, Sophie est revenue, donc je suis navrée. Quelqu'un a cherché à se connecter avec mes identifiants et ça m'a éjecté du système. Donc, voilà, le temps de revenir. Donc, du coup, j'ai présenté cette slide de définition. Je te laisse reprendre la suite. C'est ce que j'ai vu avec le sommaire. Donc, effectivement, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Qu'est-ce que sont les risques psychosociaux? C'est un enchaînement de choses. Donc, on a un environnement, des facteurs de risque qui peuvent être, ainsi qu'on vous l'a indiqué dans la slide, l'intensité ou la complexité du travail, la faible autonomie, des rapports sociaux dégradés, des conflits de valeurs. Aujourd'hui, comme Jean-Marc l'a indiqué en introduction, on a notre facteur pandémie avec le pendant qui est le télétravail et les risques d'éloignement, d'isolement, de difficultés à travailler générés par le télétravail. On a également l'exposition à des produits cancérigènes aussi, qui peuvent être des facteurs de risque et qui vont entraîner des risques psychosociaux, c'est-à-dire des situations de travail où vont être présents du stress, et ça peut être combiné ou isolé, du stress, des violences internes commises dans l'entreprise par certains salariés à l'égard des autres, ou des violences externes commises sur des salariés par des personnes donc externes à l'entreprise. Des insultes, des menaces, très clairement, on peut rencontrer ce genre de situation dans les transports en commun, par exemple, et les agressions dont peuvent être victimes certains agents. Ces risques psychosociaux, qu'on va appeler RPS parfois entre nous pour aller plus vite,
vont conduire à une atteinte à la santé des travailleurs, des atteintes physiques avec des maladies cardiovasculaires par exemple, morales telles que la dépression, de l'anxiété. Je parlais tout à l'heure de l'exposition à des produits cancérigènes. La Cour de cassation aujourd'hui reconnaît l'anxiété comme étant un risque à prendre en compte dans la carrière ou la fin de carrière professionnelle. Et puis des situations d'épuisement professionnel ou au contraire de bore-out, vous avez dû entendre cette expression également, c'est-à-dire d'ennui profond au travail, voire des suicides. Donc, une fois qu'on a déterminé cela, on voulait faire le point un peu plus particulièrement sur deux types de risques psychosociaux les plus courants qu'on peut rencontrer en entreprise, le harcèlement moral et le stress. Harcèlement moral et sexuel, pardon, et le stress. Donc, petit point sur le harcèlement moral et sexuel, qui sont deux structures, j'allais dire, qui fonctionnent en parallèle, même si les fondements sont tout à fait différents. Pour le harcèlement moral, la définition légale, ce sont des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel. Alors, dans notre définition classique juridique, on a effectivement une nécessité de répétition des agissements. Alors là-dessus, notre Cour de cassation est plus ou moins laxiste sur la répétition, puisque certaines fois, presque il suffit d'une fois, mais le principe, c'est une répétition. Des agissements répétés, mais qui ne sont pas forcément toujours les mêmes. Donc, on peut avoir un pouvoir disciplinaire abusif, un autre coup l'isolement, ensuite de l'humiliation. Ce sont des faits différents, mais qui cumulés vont pouvoir conduire à cette situation de harcèlement moral. Ce qui est important, c'est que c'est le résultat qui compte, c'est-à-dire le fait que la personne subisse cette atteinte à ses droits, à sa dignité et l'altération de sa santé. Ce n'est pas la volonté de celui qui a harcelé de procéder à cette dégradation, donc c'est le résultat qui compte et le ressenti de la personne. Ce qui pose parfois des problèmes dans certains managements, avec des managers qui ne se rendent pas compte qu'ils deviennent harcelants par leur comportement. Mais le résultat, c'est que la personne, effectivement, subit cette dégradation et se sent harcelée. Et, point important également, parce que c'est un peu un lieu commun, on pense toujours que le harcèlement moral, c'est lié au rapport hiérarchique, pas nécessairement. Un salarié peut être harcelé par un collègue de même niveau, voire d'un niveau inférieur. Concernant le harcèlement sexuel, lui, il a bien évidemment un terrain différent, puisqu'il vise l'ensemble des comportements ou des propos à connotation sexuelle ou sexiste, répétés, on retrouve notre caractère de la répétition, ayant pour effet ou pour objet de porter atteinte à la dignité de la personne, en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou qui crée à l'encontre de la personne, une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc là encore, dans le harcèlement sexuel, on n'a pas la nécessité du rapport hiérarchique qui impliquerait qu'on ait un harcèlement sexuel, on peut l'avoir à tout niveau et en toute interaction. Là, en matière de harcèlement sexuel, cela peut être fait, caractérisé par des actes répétés, mais également par un fait unique, important. Et attention, qui dit harcèlement sexuel ne dit pas forcément agression sexuelle, parce que là, on serait vraiment dans le point le plus fort, on serait dans le délit pénal lié à l'agissement et pas simplement dans le harcèlement. Et c'est distingué également de l'agissement sexiste. En tant que femme, on peut être victime d'un agissement sexiste sans que ce soit à connotation sexuelle. Simplement, on va refuser un avancement parce que c'est une femme, c'est pas la même chose que de porter une atteinte, d'injurier de manière sexiste une de ses collaboratrices, par exemple. Dans les deux cas de harcèlement, le comportement que doit avoir l'employeur est identique. C'est-à-dire que l'employeur ne peut pas être passif, il ne peut pas rester inactif, puisqu'il a un rôle de prévention des risques professionnels, des actes de prévention sur lesquels Camille reviendra un petit peu plus tard. Donc, il doit prévenir les actes de harcèlement moral, c'est-à-dire essayer d'éviter qu'ils arrivent, qu'ils se déroulent dans l'entreprise, et lorsque c'est arrivé, il lui faut sanctionner impérativement l'auteur des faits de harcèlement, après avoir bien sûr vérifié si ce harcèlement était effectivement constitué.
Le harcèlement moral nous occupe depuis fort longtemps et a donné lieu à un accord national interprofessionnel en 2010 qui avait initialement pour but de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et les représentants du personnel sur le harcèlement moral. Il a été étendu, il est donc obligatoire aujourd'hui pour l'ensemble des entreprises françaises. Il a défini ce qu'était le harcèlement et la violence au travail et a affirmé le droit des salariés victimes à bénéficier d'une aide au maintien ou au retour dans l'emploi, parce que quand on a été victime de ce type d'agissement, c'est difficile parfois de reprendre le travail, pour aider à la réinsertion des personnes victimes de tel harcèlement. Le harcèlement, c'est un peu le paroxysme. Ce que vous allez rencontrer au quotidien ou presque, ça va être le stress au travail. Tout le monde dit « je suis stressé le matin, je suis en retard, je suis stressé ». Voilà. Le stress est quand même une notion qui a été définie, puisqu'il faut bien savoir de quoi on parle, et nous vous avons cité deux sources, l'accord cadre européen de 2004 et une définition donnée par l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail. C'est en réalité un état accompagné de plaintes ou de dysfonctionnements physiques, mais qui acte du fait que les individus se sentent inaptes à combler un écart avec les exigences ou les atteintes qui les concernent, donc c'est-à-dire un vrai déséquilibre dans la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle sent qu'elle n'arrive plus à faire face à ce qu'on lui demande et à parvenir au but qu'on lui assigne. Mais c'est une perception, c'est une sensation. La quantification est difficile parfois à réaliser parce que c'est une sensation. À partir du moment où une situation de stress est identifiée, tout comme en matière de harcèlement, l'employeur, qui est chargé de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs, nous reviendrons sur cette obligation un peu plus tard, doit intervenir dès lors qu'un problème de stress est identifié pour le prévenir, l'éliminer ou le réduire. Et c'est bien à l'employeur qu'appartient cette responsabilité, puisqu'il doit déterminer le risque, les mesures appropriées pour y faire face, associer ses représentants du personnel ou à défaut de représentants, quand on n'en a pas, les salariés à la mise en œuvre de mesures de mesures qui conduisent à une situation de stress. Dans le cas où l'employeur ne ferait pas ça et que le salarié serait victime, par exemple, d'un malaise au travail ou déclencherait une maladie professionnelle, l'employeur pourrait voir sa responsabilité engagée en termes de sécurité sociale au titre de la faute inexcusable de l'employeur, et donc devrait répondre des conséquences de dommages et intérêts et de réparation que cette situation cause sur la santé de son salarié du fait qu'il n'a rien fait. Le rôle du médecin du travail est très important en la matière, puisque un ANI de 2008, on parle beaucoup d'ANI en cette matière, rappelle que c'est le médecin du travail qui a un rôle pivot dans cette détermination du stress, cette identification du stress, et ensuite un certain nombre d'organismes tels que l'ANAC, les CARSAT, l'INRS, etc., mènent des travaux d'expertise sur ces risques et peuvent intervenir en matière d'expertise externe lorsque l'entreprise ne dispose pas en interne des moyens nécessaires pour mener à bien cette expertise, tout cela en lien bien évidemment avec le représentant du personnel. Alors, la prise en compte de ces risques psychosociaux qu'on vient de déterminer avec quelques exemples en matière de harcèlement et de stress conduit, c'est ce qui bâtit une tarte à la crème, j'allais dire, de nos obligations d'employeur, qui est l'obligation de sécurité de l'employeur. Parce que l'employeur, la jurisprudence est bâtie depuis un certain nombre d'années aujourd'hui, c'est bien établi, est tenu d'une obligation générale de sécurité à l'égard de ses salariés. Cette obligation de sécurité l'oblige à prendre des mesures pour assurer cette sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés, avec 3 niveaux, j'allais dire, d'intervention: la prévention des risques, la mise en place d'actions d'information et de formation à ces risques et à leur prévention, et ensuite la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés pour éviter que ces risques se réalisent ou s'ils se réalisent pour accompagner une sortie de la crise et donc sortir de ces risques, avec une affirmation que les agissements de harcèlement moral et sexuel qui font partie des RPS
doivent être prévenus également par l'employeur au titre de cette obligation de sécurité. Cette obligation, pardon, de sécurité. L'employeur ne peut pas se contenter des mesures one-shot. Il doit tout le temps veiller à l'adaptation des mesures, les adapter au fur et à mesure, puisqu'une simple mise en conformité ne suffit pas. Il faut être proactif. Il y a une véritable obligation de résultat pour l'employeur, c'est-à-dire qu'il doit prendre les mesures adaptées, les adapter au fur et à mesure pour éviter que le salarié ne soit victime d'une souffrance au travail. Cela s'accompagne, alors on peut le comprendre en termes de sécurité ou de maladie classique, mais également sur de la réorganisation, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelque chose ni d'individuel ni lié à un danger particulier sur le poste de travail, mais pour également les mises en œuvre d'organisation par l'employeur qui seraient, c'est ce que nous rappelle la Cour de cassation en 2008, de nature à compromettre la santé et la sécurité des travailleurs concernés, puisque même dans le cas d'une organisation, d'une réorganisation d'entreprise, l'employeur devra évaluer les risques psychiques des salariés, évaluer ces risques et trouver les moyens pour prévenir, notamment en reportant l'évaluation dans le document unique des risques, dont nous parlerons un petit peu plus tard. Je cède la parole à Camille, qui va vous parler plus précisément des mesures de prévention des risques. Oui, donc Sophie vous l'a exposé, l'employeur a une obligation générale de sécurité, qui est une obligation de résultat. Parmi les obligations, les impératifs pour que cette obligation de sécurité soit respectée, le Code du travail liste les mesures de prévention obligatoires. Donc, on a 9 principes de prévention qui sont listés par le Code du travail et qui s'imposent, alors quels que soient les risques professionnels et s'agissant des risques psychosociaux plus particulièrement. Donc, quand on va vérifier si l'employeur a effectivement respecté son obligation, et puis sur un plan juridique qui nous intéresse souvent, est-ce qu'il a commis une faute qui serait éventuellement dite inexcusable dans l'appréhension effectivement des risques auxquels sont soumis ces salariés? Et bien finalement, c'est cette liste de 9 principes de prévention qui vont permettre de vérifier si toutes les mesures ont été prises en la matière. Donc, ça a cet avantage que c'est relativement balisé par le Code du travail. Alors, ces principes de prévention, le premier, c'est d'éviter les risques. Bon, ça paraît assez évident. L'idée quand même, et c'est pas toujours appliqué, avant de prendre une décision, donc finalement tout projet qui viserait à modifier l'organisation du travail, la question de la mesure des risques professionnels et notamment des risques psychosociaux doit être envisagée. Et si on considère qu'il y a un risque, ça fait peser un risque différent de celui qu'on avait évalué précédemment, on va le voir, il faut l'évaluer, il faut vérifier quels sont les moyens qu'on peut mettre en place, il faut retranscrire dans le document unique d'évaluation des risques, et puis on peut avoir des obligations de consultation aussi de nos instances représentatives du personnel sur le projet. Donc, l'idée, c'est systématiquement se poser la question d'impact, et notamment sur les risques psychosociaux à tout projet d'organisation du travail. Ça a été fait, par exemple, et on le voit quand même chez de nombreuses entreprises clientes, au moment du déploiement du télétravail, les DUR ont globalement été, DUR, document unique d'évaluation des risques, pardon pour le jargon, ont été mis à jour en intégrant les risques psychosociaux liés au télétravail dit contraint. La deuxième chose, c'est d'évaluer les risques qui ne peuvent être évités. Donc, en fonction des activités, on peut avoir par exemple des impératifs de réactivité qu'on sait sont facteurs de stress ou une exposition à un public difficile. Donc, ces risques-là ne peuvent pas être évités, ils sont inhérents à notre activité, il faut les évaluer et il faut les combattre à la source, c'est le troisième principe. Donc, on en recherche les causes et les facteurs. L'idée toujours, c'est d'avoir le diagnostic le plus précis possible pour pouvoir mettre en face les moyens qui permettront de réduire ces risques.
Le quatrième principe, c'est de réfléchir à l'ergonomie des postes. Donc là, c'est le rappel, c'est qu'il faut fournir à son salarié un cadre qui est compatible avec ses capacités en tenant compte des caractéristiques individuelles. Autrement dit et plus simplement dit, je dois adapter le poste de mon salarié et ce n'est pas au salarié de s'adapter effectivement à son poste de travail. Donc, il faut individuellement, systématiquement rechercher l'ergonomie des postes. Ensuite, tenir compte de l'évolution de la technique. Donc là, le Code du travail nous demande de prendre en compte effectivement les évolutions techniques et de les intégrer pour améliorer le confort des salariés. Donc, on va automatiser au maximum ce qui pourrait l'être pour gagner en confort. Rendre le travail moins dangereux. Donc là aussi, on va demander aux employeurs de systématiquement mesurer la dangerosité et choisir la solution la moins dangereuse. Ça veut dire équipement de protection, ça veut dire effectivement, là encore, face au stress, aux agressions, de mettre en place les mesures nécessaires. Prendre des mesures de protection collective, je viens de le dire. Et enfin, donner des instructions claires. Donc, l'idée, et on le reverra tout à l'heure, c'est ce qui est mis en avant par l'ANI, c'est que les salariés doivent systématiquement savoir quoi faire quand ils sont dans une situation de RPS ou quand ils constatent chez d'autres salariés une situation de RPS. Ce qui veut dire que l'employeur doit être en mesure, effectivement, d'avoir décliné un plan d'action quand il y a un risque avéré et avec les interlocuteurs qui convient de saisir. Quels sont donc une fois qu'on a mesuré ces risques avec les 9 principes de prévention qui sont rendus obligatoires par le code, quels sont les instruments de prévention? Donc là, l'employeur a la responsabilité, on vous l'a dit, obligation de sécurité résultat, et il a la main sur les moyens qu'il met en œuvre pour assurer cette prévention. Il y a une obligation de consultation du CSE, mais in fine, il a le dernier mot sur les moyens qu'il met en œuvre. Alors, il peut saisir classiquement le médecin du travail, il a à sa disposition le bilan social, et puis après, effectivement, il peut décliner toutes les outils RH, donc observatoire, questionnaire, entretien d'évaluation pour effectivement mesurer, détecter ces risques. La limitation des risques en amont, et là c'est l'ANI du 26 mars 2010 qui nous le rappelle, elle passe nécessairement par la formation, alors en particulier des cadres et des managers, mais plus globalement, je vous l'ai dit, de l'ensemble des salariés sur les RPS pour arriver à détecter ces situations et à avoir les premières clés pour effectivement y répondre. Donc l'ANI de mars 2010 insiste sur le fait que la formation est le premier levier de prévention en la matière. Et puis, le deuxième levier, c'est effectivement des cadres d'échange sur ces sujets. Donc, si on ne devait retenir que 2 mesures de prévention, effectivement, formation, et puis ouvrir des espaces de dialogue sur ces sujets. En tout cas, selon l'ANI. Après, il y a peut-être d'autres mesures, mais selon l'ANI, c'est les 2 mesures qu'il faut mettre en place. Enfin, cette évaluation et puis les moyens qu'on a mis en œuvre, les instruments qu'on a utilisés, on retranscrit le tout dans notre document unique d'évaluation des risques qui doit nécessairement comporter un volet distinct sur les risques psychosociaux. Ça, c'est une obligation légale avec une amende de contravention de 5e classe si on ne respecte pas cet impératif. C'est l'assurance, effectivement, que l'employeur va être contraint de s'intéresser à cette question et de faire ce diagnostic dont on vient de parler. Donc, on le met à jour chaque année. À chaque fois qu'il y a des modifications, je vous le disais, s'il y a des projets qui impactent fortement le risque psychosocial. Il est mis à la disposition des membres du CSE, du médecin du travail, de l'inspection du travail, pour effectivement qu'ils puissent vérifier le diagnostic qui a été fait. Et enfin, on termine. L'inspection du travail, qui a un rôle de prévention des risques psychosociaux, qui peut donc être saisi par un ou des salariés, qui a un rôle d'écoute et de conseil, qui peut saisir et qui peut ouvrir le dialogue avec les représentants du personnel pour sensibiliser ces derniers et puis l'employeur sur la question des RPS. Et puis après, qui a effectivement
les marges de manœuvre d'action de l'inspection du travail pour encourager puis éventuellement sanctionner si on est dans des situations graves l'employeur qui n'aurait pas mis en œuvre l'ensemble de ces mesures de prévention. Merci. Voilà mes explications. Merci pour ce rappel. On voit effectivement que le contexte juridique est assez important, je dirais presque un peu lourd pour les entreprises, mais nécessaire effectivement pour se protéger et prémunir effectivement les incidents qui peuvent se passer. Je vais passer la parole à Serge Deltort. Serge Deltort, qui est effectivement dans le groupe RH Partner, notre expert en matière de QVT et de RPS. Serge, tu as la parole. Merci. Je prends donc la parole après Camille et Sophie, et qui ont fait déjà une partie du travail en abordant les définitions que l'on retrouve dans les textes, en présentant l'environnement juridique et réglementaire, mais aussi en présentant les outils et les acteurs à disposition pour prévenir les risques psychosociaux. Quant à moi, je vous propose de passer, pour commencer la réflexion sur les risques psychosociaux, de passer par une réflexion sur la situation de travail avec, j'ai mis un titre, le travail produit deux fois, et en insistant beaucoup sur le fait que aussi bien la qualité du travail, la performance économique ou les effets sur les personnes, et ici on parlera plus particulièrement des risques psychosociaux, sont toutes deux des sorties d'un système de production qui est totalement en interdépendance. Et donc, j'ai dit, le travail produit deux fois, et la qualité et la santé sont des produits de l'organisation et du travail. Alors, je souhaite aborder cette réflexion en commençant. Ensuite, je donnerai des repères sur les liens entre cause et effet, et je terminerai en évoquant des pistes pour l'action. Dans ce schéma, on voit qu'il y a sur la droite des résultats économiques, c'est ceux qui guident habituellement l'activité organisée dans les entreprises et donc le travail, mais on voit aussi que comme sortie et comme résultat du travail, on a des effets sur les personnes. Alors on a évoqué les risques psychosociaux sur leur aspect un peu délétère, sur leur aspect dangereux, sur les difficultés et les conséquences négatives du travail sur les personnes, mais évidemment, le travail ne produit pas que des difficultés, ne produit pas que des inconvénients ou des dégradations de la santé. Le travail, quand il est fait dans un environnement favorable, produit aussi des effets positifs, satisfaction, plus fort engagement. Mais le travail, il est évidemment déterminé et regardé en haut à gauche par des éléments de l'organisation, les moyens qui sont mis à disposition. Tout à l'heure, Camille et Sophie ont évoqué le lien qui existe entre les contraintes du travail et les ressources dont on dispose pour bien le faire, pour arriver au résultat attendu, mais évidemment aussi par des salariés qui sont tous différents les uns des autres. Et donc, il est important aussi d'intégrer qu'à une même situation de travail, un même contexte, un même environnement, les effets sur les personnes et les perceptions dont parlait Sophie tout à l'heure pourront être différentes. Alors, je me suis dit que ce schéma, on pourrait y passer beaucoup de temps, mais qu'il y a, par rapport à la diversité des gens inscrits dans ce webinaire, qu'il y a peut-être une situation de travail qui aujourd'hui est assez partagée, assez connue, des activités. Et je vais prendre juste quelques secondes pour illustrer ce schéma, ce dont on nous parle beaucoup depuis un an, c'est-à-dire les activités de soins, les activités liées aux objectifs de traiter le mieux possible cette pandémie et les gens qui en sont victimes. Et je vais prendre quelques illustrations pour faire fonctionner ce modèle de manière dynamique en termes de c'est quoi le travail aujourd'hui, du moins tel qu'on peut l'imaginer, dans le secteur hospitalier confronté à cette pandémie. Cet exemple a sûrement plein de limites. Je vais beaucoup simplifier, mais ça va probablement faire écho à beaucoup de choses que l'on entend depuis plusieurs mois.
D'abord, les questions de l'organisation. On sait que il y a un an et aujourd'hui, probablement que les personnels soignants ne disposent pas des mêmes équipements. On sait que sur l'aménagement des postes ou les équipements à disposition, on a beaucoup entendu dire qu'au début de la crise, l'absence ou la défaillance de certaines mesures de protection, comme les masques, comme les équipements de protection individuelle, ont pu avoir un impact négatif parce qu'on faisait un travail qui dégradait la santé en étant exposé au risque. Et donc, l'absence d'éléments de protection a pu entraîner des conséquences négatives sur la santé. Mais évidemment, ça n'est pas, là je prends un exemple de base, mais évidemment, il y a aussi d'autres exemples qu'on peut avoir en tête, c'est-à-dire les moyens à disposition, c'est-à-dire les effectifs, c'est-à-dire les ressources en termes de salles totalement spécialisées pour accueillir les personnes en réanimation, les équipements disponibles. Et on voit bien que si les moyens techniques font défaut ou ne sont pas à la hauteur des exigences de résultats, la qualité des soins, la prise en charge d'un grand nombre de patients et d'un nombre de plus en plus important, on voyait bien que s'il y a un déficit dans l'organisation, le travail se réalise en mode dégradé, peut entraîner des performances insuffisantes, la qualité des soins ou la capacité à prendre en charge le flux très important et les pathologies importantes des patients. Mais on voit aussi que si les moyens ne sont pas à disposition, la santé peut être dégradée et on a beaucoup entendu dire, avec le temps qui est passé, on a beaucoup entendu parler d'usure, de fatigue, d'épuisement des personnels soignants. Donc on voit que les questions de l'organisation vont générer une manière de travailler qui va générer une performance et qui va générer des effets sur les personnes. Mais bien entendu, on voit que du côté des salariés, il y a aussi beaucoup de ressources à disposition. Les ressources à disposition, ce sont les compétences, c'est l'expérience. Et on voit qu'il y a, de ce point de vue, il y a eu la nécessité de mobiliser des équipes qui ne préexistaient pas. On a fait venir au sein des équipes des gens qui travaillent dans d'autres services. On a mis sur le terrain des jeunes relativement sans expérience qui ont été confrontés très rapidement aux exigences de ce travail pour atteindre les résultats et la performance en termes de qualité de soins attendus. On voit ici que, évidemment, on entend beaucoup dire aujourd'hui que les internes, une part importante des internes aujourd'hui sont en burn-out. On a entendu de multiples témoignages sur le fait qu'au sein des équipes, grâce à la solidarité, grâce à un appui managérial de première ligne est très important, et bien, malgré les difficultés, les objectifs de production ont pu être tenus. Donc, ce que je voulais, et je ne vais pas tirer le fil beaucoup plus longtemps de cet exemple, mais ce que je voulais illustrer avec cet exemple particulier, à chacun d'entre vous, par rapport aux réalités que vous connaissez dans votre quotidien du travail, à faire fonctionner cette approche systémique qui amène à penser que performance n'est jamais indépendante de la santé, du bien-être ou de la capacité à faire face aux exigences du travail, et que si on dégrade la santé, la performance a de grandes chances d'être dégradée ou immédiatement ou à moyen terme. Et donc, on voit là apparaître l'enjeu de prévention des risques professionnels, pas seulement pour préserver la santé, mais pour préserver le bon fonctionnement de l'ensemble du système productif. C'est globalement ce schéma que j'aimerais que vous gardiez en tête tout au long de mon exposé et qui peut-être est un schéma qui permet de mieux appréhender les véritables enjeux de prévention des risques psychosociaux. Alors, je vais maintenant lister un certain nombre d'éléments, par exemple sur le fait que les risques psychosociaux sont parfois... il y a des signaux faibles ou parfois plus forts de risques psychosociaux auxquels il faut être particulièrement attentif. Là, il y a une forme
graduation hein, de l'importance. On évoque de l'insatisfaction au travail, on évoque du mal-être qui est perçu. Hein. On a évoqué tout à l'heure la question de perception, ou de la souffrance au travail, qui pourrait être d'un cran un petit peu supérieur, mais aussi des tensions qui peuvent exister dans les collectifs de travail, que ce soit à l'horizontale, entre collègues, ou que ce soit dans la relation managériale. Et dès que l'on est en capacité de percevoir ces indicateurs, ces signaux faibles ou forts de risques psychosociaux, la question, c'est de se projeter dans l'identification des facteurs qui peuvent être à l'origine de cette dégradation du bien-être ou de cette émergence d'une forme de mal-être, d'insatisfaction ou de tension. Pour cet aspect-là, d'abord, soulignons ou insistons sur le fait que quand c'est listé comme ça, ça paraît évident. Mais la plupart du temps, dans les entreprises, on fait aussi référence ici à des choses qui sont non dites ou qui ne sont pas facilement perceptibles. Hein, le mal-être n'est pas toujours immédiatement exprimé. Des insatisfactions peuvent être accumulées pendant longtemps avant d'arriver à la surface et d'entraîner des tensions. Donc, un premier travail, quand on s'interroge sur les risques psychosociaux, c'est le travail de veille active sur les signaux faibles ou forts qui peuvent nous alerter sur le fait qu'on est dans des situations qui méritent d'être abordées, traitées, diagnostiquées. Sur la droite du schéma, vous avez des grandes catégories relativement larges sur lesquelles on incite à aller regarder l'environnement économique, les mutations du travail ou les mutations parfois, les transformations du travail, parfois conjoncturelles, comme on vient de le vivre pendant un an, des éléments relatifs à l'organisation du travail, à la culture d'entreprise, aux pratiques managériales. Hein. Tout à l'heure, Camille a évoqué qu'il y avait une obligation d'être attentif à des formes de management qui peuvent être défavorables au bien-être ou qui peuvent engendrer du mal-être au travail. Donc évidemment, la question du management et des relations managériales font partie des éléments sur lesquels il faut être attentif, mais aussi la question des relations sociales plus largement dans l'entreprise. Et bien entendu, j'ai évoqué tout à l'heure la diversité interindividuelle, mais évidemment aussi être attentif aux difficultés que des gens peuvent ressentir, soit immédiatement pour remplir les missions qu'on leur donne, ou bien des difficultés individuelles dans la sphère hors travail qui peuvent retentir parfois fortement dans le comportement au travail. Donc ici, l'idée, c'est d'abord d'être attentif à être capable de capter ces éléments de dysfonctionnement et ensuite de remonter un petit peu plus haut pour identifier les causes. Toujours pour aborder des éléments qui sont des thèmes ou des domaines qui doivent être regardés de plus près lorsque on souhaite soit prévenir dans une action de prévention primaire les risques psychosociaux, ou bien lorsqu'on est plutôt alerté par l'existence de difficultés et que l'on va rechercher sur quoi on peut agir. Il y a tout un paquet, tout un domaine relatif à l'intensité et à la mobilisation du temps de travail. Tout à l'heure, j'ai évoqué dans l'exemple qui n'a de la valeur que parce qu'il peut être partagé par le plus grand nombre de ceux qui participent à ce webinaire, la question de l'intensité du travail et du temps de travail. On sait que la régulation dont on a parlé dans le secteur hospitalier et pour faire face aux exigences des tâches, ça a aussi été beaucoup sur la mobilisation des heures supplémentaires, sur la mobilisation de plus de temps pour arriver au résultat, sur une intensification du travail. Et donc, il peut y avoir, quand il y a évolution quantitative du travail, quand il y a intensification du travail, des risques soit à court, moyen ou plus long terme quant à la santé au travail. On a évoqué aussi, et je le réévoquerai ensuite sur les balances, les équilibres, les déséquilibres qui peuvent exister, le manque d'autonomie, le manque de pouvoir agir sur son travail, la perception que l'on subit tout sans jamais pouvoir reprendre la main. Et évidemment, si des personnes se retrouvent pendant longtemps dans une situation de perception, de manque d'autonomie, de
stricte nécessité d'appliquer la règle sans jamais pouvoir reprendre la main, on peut se retrouver dans des situations particulièrement dommageables en termes de risques psychosociaux, tout comme lorsqu'on ne trouve plus de sens au travail que l'on fait. Et cette réflexion sur le sens qui est producteur de perception qualitative du travail ou bien au contraire de difficultés dans la réalisation de son travail quand on n'y trouve plus de sens, c'est un élément très important, tout comme les exigences émotionnelles, c'est-à-dire la perception que l'on a que le travail nous coûte en termes de relations, en termes psychiques, et c'est un élément très très important aussi. J'enchaîne en disant que évidemment, on a évoqué tout à l'heure la question des relations de travail, de la ligne managériale, mais plus généralement sur la question des liens et des rapports sociaux dans l'entreprise, il y a des vigilances particulières à avoir. Et puis, Jean-Marc l'évoquait en commençant, vous l'avez réévoqué, Sophie et Camille, et évidemment, c'est aussi ce qui nous amène à réaborder le terme des risques psychosociaux actuellement, c'est la pression que peut exercer la perception d'insécurité socio-économique sur sa propre capacité à se projeter dans l'avenir. Et tous ces éléments sont des éléments, alors ils sont présentés ici quand on parle de risques psychosociaux, hein. Il y a un manque d'autonomie, une perte de sens, une insécurité, des rapports sociaux dégradés. Ils sont plutôt présentés comme facteurs de risque quand ils sont du côté du négatif. Mais évidemment, c'est pour ça que j'ai évoqué des catégories à la notion de champ d'action. Eh bien, l'intérêt qu'il y a quand on parle de risques psychosociaux, c'est de se dire dans l'entreprise, individuellement ou collectivement, puisque ces éléments peuvent être facteurs de dégradation de la santé ou de risques psychosociaux qui eux-mêmes peuvent dégrader la performance de l'entreprise, ben faisons-en des thèmes de réflexion et des thèmes d'action, des champs d'action. Si on dit à un moment donné qu'il y a un manque d'autonomie, ben que faut-il faire pour que l'autonomie augmente, pour que le pouvoir d'agir sur la situation de travail soit de meilleure qualité, pour que le sens soit retrouvé dans le travail. Tout à l'heure, on a évoqué, en particulier sur les questions de stress, la question de déséquilibre entre les contraintes qu'impose une situation de travail et les ressources dont on dispose pour bien le faire, ce travail, et pour arriver aux résultats qui sont assignés. Je vais juste, parce qu'il faudrait y consacrer plus de temps, aborder trois éléments qui peuvent entraîner des déséquilibres. Je ne reviens pas plus sur celui qui est habituellement évoqué quand on parle de stress, contraintes, ressources. J'évoquerai aussi les déséquilibres éventuels entre les efforts que j'estime effectuer pour bien faire mon travail et les récompenses qui sont en retour, le couple contribution-rétribution. Je vais revenir provisoirement à l'exemple du début. On a bien vu que les applaudissements à 20h le soir des personnels soignants ont été pendant un certain temps considérés comme de la reconnaissance externe pour les personnels soignants qui s'impliquaient parfois au-delà de toutes les limites qu'on avait pu imaginer avant. Il y a probablement aussi de la reconnaissance du côté des patients qui ont été soignés et qui sont sortis, ou des familles. Il y a probablement de la reconnaissance qui a été perçue, même si elle a peut-être été perçue insuffisamment, autour du Ségur de la santé et des évolutions des rémunérations et des parcours de carrière ou de la formation. Mais évidemment, ce couple, ce que je donne et ce que je reçois, c'est un élément très important. Si sur la durée, il y a un déséquilibre entre les efforts que je produis et le retour qui m'en est fait, la reconnaissance que je peux estimer en recevoir, alors il y a un risque réel de risques psychosociaux. Tout comme s'il y a un déséquilibre entre la charge, l'intensité et la complexité du travail et ma capacité à y faire face, d'un côté en termes de latitude décisionnelle, d'autonomie, mais aussi en termes de soutien social par les collègues ou par mon encadrement, il peut y avoir des risques de déséquilibre.
la question de la prévention des risques psychosociaux n'est pas de dire ces risques ne devraient pas exister, parce que ces risques sont parfois inhérents au travail lui-même. La pression, l'intensité, l'importance du travail à réaliser, ça fait partie du travail. La réflexion qu'il faut avoir dans une organisation, dans la ligne managériale et plus largement collectivement, c'est de dire mais que faut-il faire pour réguler les tensions? Que faut-il faire pour rétablir les plateaux de la balance, pour lorsqu'il y a des contraintes importantes, il y ait une réflexion conduite pour que les ressources permettent de faire un travail de qualité. Lorsque les efforts sont réels, que faut-il faire pour les reconnaître? Et la reconnaissance, c'est un élément très important qui peut prendre évidemment plusieurs formes. Si la charge, si l'intensité est trop importante, comment peut-on mieux la répartir dans les collectifs de travail, ou comment peut-on appuyer pour que les collaborateurs soient mieux en capacité de faire face à ces difficultés? La question que j'ai indiquée dans le titre de cette slide, elle est relativement simple. L'organisation est-elle au service du travail bien fait? Et est-elle au service de la capacité à agir pour combiner au mieux la qualité des productions et la qualité des conditions de travail ou du bien-être au travail? Je ne vais pas reprendre véritablement chacun des items, mais vous avez vu que dans ce qui est évoqué jusqu'à présent, c'est la question des ressources. Les ressources sont-elles à disposition? Les moyens matériels sont-ils à disposition? La reconnaissance et l'aspiration à reconnaissance trouvent-elles un écho des résultats à la hauteur de ce qui est attendu? Les compétences dont on dispose pour faire le travail sont-elles celles dont on a besoin et et leur progression, leur évolution doit-elle être accompagnée? Le soutien managérial peut-il être disponible et est-il à la hauteur de ce qui est attendu? Et y a-t-il des espaces au sein desquels on peut discuter du travail? L'idée, c'est véritablement... Serge, j'en profite parce qu'on est au cœur du sujet et ça nous permet effectivement, de dire qu'effectivement on peut poser des questions. Et là, justement, j'en ai une qui concerne ce sujet et qui est pratique. C'est le cas d'un salarié qui se met lui-même la pression. Et donc, en se mettant lui-même la pression, forcément, ça augmente ce que tu as évoqué, la balance de ses attentes. Donc, ça augmente sa perception de ses attentes. Donc, comment effectivement accompagner ce salarié? C'est une question qui nous est posée. Alors, je peux y répondre provisoirement, on pourra éventuellement compléter la réponse. Cette question de le salarié se met lui-même la pression peut renvoyer à la réflexion sur la nécessaire discussion sur ce qu'est l'objectif de production, ce qu'est la qualité du travail. Est-ce que la mission est véritablement clairement définie? Est-ce que le salarié, dans sa volonté d'atteindre un travail de qualité, ce qu'il recherche probablement, a-t-il lui-même tous les éléments, tous les repères pour savoir s'il ne se met pas trop de pression, ou a-t-il lui-même les ressources pour bien faire le travail qu'il a envie de bien réaliser? Donc cette question de le salarié se met lui-même la pression mériterait d'être rediscutée à partir d'une mise en discussion de ce que sont les objectifs de production, de ce qu'est la perception des moyens qu'il a à disposition, que ce soit ses propres compétences ou les moyens techniques, comme on l'a abordé tout à l'heure. Et j'aurais tendance à dire que si celui qui évalue que le salarié se met lui-même la pression, en discute véritablement avec lui. Donc, je renvoie là peut-être à la nécessité de mettre en place un espace de discussion pour qu'il y ait réflexion partagée sur ce qu'est un travail de qualité et ce que sont les moyens pour pouvoir l'atteindre. Mais on reviendra bien sûr, c'est sûrement une réponse incomplète et insatisfaisante, mais j'y reviendrai. Je souhaiterais, mais peut-être qu'il y a un lien d'ailleurs entre la question posée et ce que je souhaitais aborder maintenant. Il me reste deux planches. Il y a
une réflexion, tout à l'heure on l'a abordé, sur globalement la responsabilité managériale sur les risques psychosociaux, sur la perception que peuvent en avoir les salariés, mais aussi la nécessaire prise de conscience sur le fait que les managers et les managers de proximité sont parfois parmi les populations les plus exposées eux-mêmes aux risques psychosociaux. Ils peuvent avoir un impact sur les risques psychosociaux au sein de leurs équipes, mais eux-mêmes peuvent être fortement impactés par des dimensions de leur travail. Alors, j'ai écrit « Le stress et les tensions sont hiérarchiquement transmissibles » pour bien montrer qu'au bout du bout, les collaborateurs peuvent en subir les conséquences, mais qu'avant d'arriver au résultat, les managers ressentent eux-mêmes aussi de la pression au quotidien, de leur travail, et la digitalisation du travail qui touche tout le monde aujourd'hui touche beaucoup la ligne managériale, que les managers qui ont leur boulot du quotidien à faire sont souvent aussi beaucoup mobilisés sur les multiples projets de l'entreprise, et ne pas y être, ça peut être perçu comme ne pas s'intéresser à ce qui fait communauté dans l'entreprise, que l'évolution des métiers de management, c'est aussi avec une dimension de plus en plus gestionnaire, des tâches de reporting, de multiples réunions, et au bout du bout, la réflexion à avoir, c'est si on dit que les risques psychosociaux peuvent aussi être prévenus grâce à un appui managérial de proximité, eh bien, quelquefois, cette multiplication des dimensions du métier de manager peut peut rendre une forme de rareté du temps disponible pour être un appui direct et un appui opérationnel aux équipes. Et donc, les managers sont exposés aux risques psychosociaux. L'évolution de leur travail peut augmenter le risque d'exposition de leurs collaborateurs aux risques psychosociaux. Alors, juste deux derniers éléments. On a commencé par là. Est-ce que les risques psychosociaux ont été amplifiés par la période que nous venons de vivre? On peut dire qu'un des sujets très importants, c'est de considérer que beaucoup d'entreprises et beaucoup de collaborateurs, beaucoup de managers dans les entreprises ont été précipités dans des situations qui n'avaient pas été véritablement anticipées. La question du télétravail contraint, qui n'est pas que contraint pour tout le monde, le télétravail a longtemps été considéré comme une alternative favorisant la qualité de vie au travail. Aujourd'hui, il a été parfois fait dans une certaine des configurations un petit peu en mode dégradé. Le contenu, l'intensité du travail ont été modifiés pendant cette période. Des incertitudes sur l'avenir ont peut-être été augmentées. Le management a été fait à distance ou de manière fragmentée. Et puis, que ce soit à l'horizontale ou à la verticale, il y a eu peut-être une perception d'un affaiblissement des liens dans les collectifs de travail et au sein des lignes hiérarchiques. Alors, si on dit que ces éléments-là ont été rencontrés pendant un an, la vraie question aujourd'hui, c'est oui, on a été amené à expérimenter ces sujets-là en mode dégradé. Que faut-il imaginer pour qu'il y ait un véritable retour d'expérience partagée pour passer sur un cheminement entre le avant, le pendant et le après? Alors avant, et Sophie et Camille l'ont bien évoqué, les risques psychosociaux, évidemment, existent depuis longtemps. La crise des risques psychosociaux n'est pas apparue pendant la crise pandémique que nous venons de vivre. Il y a des lois et des règlements qui encadrent leur prévention. En revanche, pendant la crise et dans la période que nous vivons encore, puisqu'on n'est pas dans l'après, il y a eu probablement exacerbation, j'y arrive, des tensions, des nouvelles situations problèmes et des régulations complexes et ou empêchées. Donc, ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur la nécessité de réguler les déséquilibres n'a peut-être pas pu se faire comme on l'aurait imaginé pendant cette période-là. La question sur l'après
au-delà du retour d'expérience partagée, c'est de refonder les bases en intégrant bien ce que nous avons présenté sur les risques psychosociaux. Donc on peut dire aujourd'hui, beaucoup de gens savent qu'il y a une interaction entre performance et risque pour la santé. Donc la question de savoir les mécanismes de lien de cause à effet, c'est ce webinaire y contribue, le e-learning que nous avons développé y contribuera, la formation et ce que font les entreprises y contribue beaucoup, et le fait que les CSE mettent en question ces sujets-là, c'est important. La question aujourd'hui, c'est de vouloir agir là-dessus. Et vouloir agir là-dessus, c'est vraiment faire le bilan de ce en quoi laisser des situations dégrader la santé, c'est contre-productif par rapport à la performance et par rapport à la qualité des relations de travail et du bon fonctionnement de l'entreprise. Et le pouvoir agir, eh bien, ça va être ce qui va se présenter aujourd'hui en termes, peut-on mettre, alors que ça n'existait peut-être pas complètement avant, mettre en place des espaces de discussion sur le travail. Peut-on demain manager plus le travail que manager les résultats ou des indicateurs de reporting ou de performance? Peut-on faire de la santé au travail un objet de dialogue social positif? Parce que tout le monde aura compris que c'est grâce à l'amélioration des conditions de travail que la performance et le bon fonctionnement des entreprises sera mieux garanti. Et donc, et c'est comme ça que je terminerai, en disant il est très très important aujourd'hui de ne pas omettre le caractère fondamental de la prévention des risques psychosociaux, c'est-à-dire de la prévention de tout ce qui peut dégrader la capacité des gens en portant atteinte à leur santé de s'engager véritablement pour la qualité du travail et pour la performance des entreprises et avoir envie d'aller au boulot le matin, avoir envie d'avoir de bonnes relations de travail. Donc c'est très important de considérer que le travail peut effectivement avoir des effets négatifs sur la santé et qu'ayant des effets négatifs sur la santé, il pourra avoir des effets négatifs sur la performance. Et cette roue de la qualité de vie au travail, en fait, c'est ce qui nous incite à inverser le regard en disant tout ce que nous avons évoqué, et c'était le jeu de notre exercice ce matin, plutôt de manière un petit peu négative, entre guillemets, tout ce qui peut entraîner des inconvénients et des dysfonctionnements, c'est d'inverser le regard et de se dire que puis-je faire dans mon organisation, dans les relations de travail, la prévention des risques, pour développer les parcours et l'égalité des chances, pour qu'on ait une performance globale, une performance économique et sociale dans l'entreprise, parce qu'on aura inversé le regard en disant le vrai sujet, ce n'est pas de corriger ce qui dysfonctionne, le vrai sujet, c'est de concevoir des organisations, des relations de travail, des relations sociales et des pratiques managériales favorables au bien-être et à la qualité de vie au travail, qui eux-mêmes seront favorables à la performance de l'entreprise. Je vous remercie. Merci Serge. Alors quelques commentaires, on a effectivement dépassé le temps, on s'était fixé 1 heure, on a dépassé 2 minutes, je crois qu'on va essayer de prendre un peu de temps encore parce qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de positions qui ont été prises au travers des sondages que nous avons posés, effectivement à une très grosse majorité, mais ça paraît logique et ça paraît évident, tout le monde considère que la crise a aggravé les facteurs de RPS et aggraver les RPS forcément dans l'entreprise. Dans la question aussi sur quelle est la position à faire, c'est de la prévention ou du traitement. Aujourd'hui, la majorité des répondants ont considéré que la question de la prévention des RPS était quelque chose prépondérant, à 70%. Et dans les questions, il y en a plusieurs qui se regroupent. On parle de l'impact du télétravail et des mesures qui peuvent être mises en place. Je crois que ça a déjà été peut-être abordé, mais en quelques mots peut-être Sophie ou Camille sur le plan juridique, peut-être en quelques mots Serge sur le temps RH. Et puis autre question, et comme ça permet de répondre peut-être un peu aussi à la volée. C'est le cas où comment faire pour lorsque tout a été mis en place pour que le salarié aille mieux, que c'est pas le cas.
sur la collaboration avec des autres membres de l'équipe. Alors ça peut être effectivement, Serge a déjà répondu il y avait déjà le cas du salarié qui avait conscience et qui voulait faire plus. Par exemple, on nous a donné un exemple qui était de dire si on lui donne 15 jours, ben lui va le faire en 8 jours. Et puis là, c'est peut-être un salarié qui va pas bien. Je crois que il y a aussi de l'individualisation de l'action, de l'individualisation du salarié, de la discussion au travers d'espaces de discussion, éventuellement, et là peut-être prêchons un peu pour notre paroisse, éventuellement de l'action externe qui peut être effectivement la prise en compte en externe de cette problématique. Donc ça, c'est un vrai sujet. Alors sur l'aspect télétravail, Sophie, Camille, rappelle un peu des conditions, l'aspect juridique, l'obligation effectivement de trouver un accord avec le CSE. Oui, alors on est surtout dans des nouveautés. C'est-à-dire que le télétravail, comme l'a dit Serge tout à l'heure, c'était quelque chose qui était vécu comme un apport, une amélioration, une souplesse de travail. Aujourd'hui, depuis 1 an, on entend effectivement plutôt le contraire. C'est que je subis le télétravail, je ne veux plus être en télétravail. Nous, nos collaborateurs, à la fin du 2e confinement, ils sont tous venus nous voir en disant on ne veut surtout pas télétravailler, c'est pas possible, on a nos enfants dans les pattes. Donc, on a effectivement des RPS qui peuvent se révéler à l'usage, des choses que sans doute le législateur n'avait pas imaginées au départ. Et on est aussi dans une autre appréhension du télétravail qui était le télétravail contraint. Parce que directive nationale, on ne sort plus de chez soi, donc si on doit travailler, c'est chez soi. Donc la prévention, elle va forcément avoir… alors déjà, il n'y a pas de jurisprudence à ma connaissance particulière depuis la crise. En tout cas, de jurisprudence exploitable, cour d'appel, cour de cassation, les délais sont trop courts. On n'a pas eu encore de problématiques élevées à ce sujet. Mais la réflexion qu'on mène, c'est que ça a mis un coup d'accélérateur sur la réflexion justement avec les représentants du personnel, sur la mise en place de chartes pour la mise en place du télétravail, voire d'accord sur le télétravail, alors que après les ordonnances Macron, tout le monde était plutôt sur des chartes discutées avec les représentants du personnel. Là, les employeurs veulent aller plus loin. Ils veulent aller sur des accords pour que ce soit bien convenu et que tout puisse être discuté et négocié. Alors que sur une charte, on impose une manière de faire et en distinguant les cas où le télétravail est choisi et les cas où il va être imposé. Ce qui n'était pas du tout quelque chose, même nous, en tant que praticiens du droit, qu'on appréhendait avant. Avant, l'année dernière, on ne se posait pas la question de savoir quand est-ce que le télétravail serait contraint. Ou le cas de la pandémie, ça restait vraiment très, très accessoire dans les motifs de recours au télétravail obligé ou rendu obligatoire. Donc là, trop tôt pour connaître encore en jurisprudence ça, mais on a des applications très concrètes avec l'intégration du télétravail, également dans les documents uniques des risques. Puisqu'on oubliait souvent les télétravailleurs dans ce document-là, on pensait aux gens sur le terrain. Le risque d'isolement, l'inquiétude par rapport au virus, justement, donc l'anxiété, etc., sont des éléments complémentaires qu'on peut intégrer dans ce document. Pour avoir lu aussi les positions des centrales syndicales, je crois qu'aujourd'hui, la doctrine ou la doxa n'est pas faite pour ces raisons. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la mesure où il y a une individualisation de la position du télétravail en fonction, effectivement, comme on l'a dit, peut-être aussi de la pyramide d'âge dans les entreprises où effectivement la pyramide d'âge est plus élevée, il y a moins d'enfants à charge et donc effectivement il y a moins ce sujet de perturbateur. Il y a une position qui peut être différente. Donc c'est surtout ce cas-là et de la complexité d'avoir et de faire une proposition globale, même en termes de RH, pour accompagner. Chaque cas est un cas particulier. Par contre, effectivement, on l'a vu, chaque cas particulier doit être forcément négocié avec les représentants du personnel. Serge, un commentaire peut-être? Je vois que tu… Oui. Sur cet aspect-là, c'est un peu comme les risques psychosociaux, c'est-à-dire que le télétravail, la problématique du télétravail existait avant le début de l'année 2020. Et lorsque ça existait, lorsque moi, il m'est arrivé d'accompagner la rédaction de chartes ou la réflexion sur des accords télétravail, les sujets qui venaient, ils étaient très équilibrés, c'est-à-dire qu'il y avait des aspirations au télétravail pour mieux articuler les temps.
Ça permettait plus de souplesse quand il y avait 1 jour, 2 jours de télétravail dans la semaine. Ça permettait de faire croître l'efficacité de la gestion de dossiers complexes pour lesquels on avait besoin d'être tranquille, chez soi, se concentrer, se plonger sur un dossier. Évidemment, on a eu les contre-exemples pendant l'année passée, puisque télétravailler, c'était plutôt facteur de perturbation et d'incapacité à se concentrer que le contraire. Ça soulevait des questions du droit à la déconnexion, ça soulevait des questions sur la confiance de la ligne managériale. En n'ayant plus le collaborateur sous les yeux, pouvons-nous encore le contrôler? Ça posait la question de la productivité. Et ces sujets-là, il faut qu'ils réapparaissent dans la réflexion, tous, et pas seulement à l'éclairage des difficultés qu'il y a eu à vivre le télétravail pendant cette période si particulière. Mais évidemment, le télétravail, aujourd'hui, par rapport à la perte de lien, par rapport à la radicalité, c'est-à-dire de l'isolement, de l'éloignement, ça a pu être plutôt vu comme un inconvénient que comme un avantage. Dans la réflexion à venir et sur le retour d'expérience qui sera fait, il va falloir être capable de faire la part des choses entre ce pourquoi le télétravail a encore beaucoup d'intérêt et de vertu, et ça a bien illustré aussi ce vers quoi il ne fallait pas aller, vers la radicalité, la perte de lien, etc., et peut-être la perte de sens. Et donc cette expérience de 1 an doit être mise au pot de la réflexion collective, mais en n'oubliant pas tous les enjeux et tous les enjeux positifs du télétravail qui étaient beaucoup vus avant que nous n'entrions dans cette période de télétravail contraint. Alors, il nous reste encore, ça fait 10 minutes, mais on va prendre 5 ou 10 de plus parce qu'il y a encore pas mal de participants et je pense que le sujet est tellement vaste et tellement intéressant qu'on peut y consacrer un peu de temps. Trois questions complémentaires. La première, je vais me permettre d'y répondre, c'est: avez-vous des exemples concrets de bonnes pratiques sur le plan de lutte, prévention en matière de RPS au sein de l'entreprise d'une centaine de personnes? En fait, globalement, on a été sollicité, nous, pendant cette période, et pour une formation de prévention. Et en fait, ce qu'on s'est dit, et on a travaillé là-dessus, c'est qu'on allait généraliser. On vient de produire, il y a maintenant 1 mois, une formation e-learning, qui est une formation manager. Il y a deux modules, une formation manager et une formation salariée sur justement la prévention des RPS. Tout ce qu'on peut, on le traite, c'est des modules qui durent 50 minutes pour le premier et 40 minutes pour le second, avec des questionnaires. Et l'objectif, c'est ça, c'est vraiment de mettre à niveau tout le monde, de bien comprendre ce qu'on s'est dit pendant 1 heure, mais on aurait pu en parler pendant 2 jours. C'est de se dire, voilà, quels sont les facteurs, et que tout le monde, et que cette notion soit bien acquise. Et on estime que c'est le premier aspect, mettre tout le monde à niveau. Et bien évidemment, après, ce que l'entreprise peut faire, c'est animer. Une fois que cette mise à niveau est faite et que cette compréhension de ces facteurs-là qu'on a évoqué, cette compréhension est acquise, l'entreprise peut animer voilà. Donc, je pense que ça, c'est un exemple très concret d'une formation. On a travaillé avec un opérateur qui s'appelle Calimedia, qui est un opérateur d'e-learning. C'est lui qui a fait une plateforme, donc une plateforme totalement sécurisée, confidentielle, qui respecte la RGPD. Mais vous l'avez ici, voilà, voilà. Et on a fait aussi un module sur le télétravail, la compréhension du télétravail. Donc ça, c'est un premier point. Une autre question: avez-vous un exemple de bonne pratique d'entreprise pour prévenir la détresse psychologique des collaborateurs isolés? Comment concrètement préparer un retour sur site dans de bonnes conditions? Entretien de réaccueil, temps de convivialité. Serge, un commentaire sur cette question? Le commentaire sur la perception d'isolement et sur le retour, je dirais que je ferai le même préconisation, même si elle va paraître un peu standard, c'est de dire: de ces sujets-là, parlons tranquillement, laissons l'expression la plus libre possible sur ce qu'a été la perception, et réfléchissons collectivement aux mesures qu'il faut mettre en place pour que les choses se rééquilibrent.
l'idée, enfin, je comprends, je ne sais pas qui pose la question, mais je comprends que la ligne managériale se sente particulièrement responsable de mettre en place les meilleures conditions possibles pour assurer un retour de qualité et pour que les choses puissent redémarrer correctement. Eh bien, peut-être qu'il faut faire de la réflexion sur le diagnostic de la situation passée et les actions qu'on peut mettre en place un objet de démarche concertée. C'est-à-dire que plutôt que de dire « Ah, c'est vraiment ça la solution », c'est d'ouvrir un espace de réflexion sur comment les gens ont vécu la période passée, qu'est-ce qui a été le plus problématique et à quoi ils aspirent pour la période à venir. Et donc faire de cet objet un objet de réflexion collective, de décision à laquelle tout le monde contribue. Et donc, ça peut aussi éclairer une nouvelle manière de pratiquer le management avec plus de responsabilité de l'ensemble des parties prenantes pour élaborer ensemble les bonnes solutions, les bonnes réponses. Alors, peut-être dernière question. C'est une question qui est importante et on a déjà un peu répondu de façon partielle. C'est comment faire pour manager le travail plutôt que le résultat quand tout l'environnement et ou les dirigeants poussent toujours à s'orienter directement sur le résultat et les performances. C'est un vaste sujet parce que la conviction que l'on veut partager et que je crois que c'est dans la loi Pacte qui a été votée à l'été dernier sur justement l'entreprise à mission, c'est faire partager l'idée aux dirigeants d'entreprise que la performance économique et la qualité de vie au travail sont des facteurs qui se combinent et qui fonctionnent ensemble et que ne sont pas au détriment, la qualité de vie au travail n'est pas au détriment de la performance de l'entreprise. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la pandémie, peut-être les curseurs ont un peu bougé. Malheureusement, on l'a vu sur une grande entreprise nationale qui s'était engagée dans l'entreprise à mission, a eu quelques difficultés forcément, et donc ça peut remettre en jeu et à certains moments privilégier la performance économique. Mais je crois que l'essentiel est là, c'est cette conviction que on doit faire partager, qu'on partage sur la capacité à ce que les choses puissent s'entremêler. Serge, peut-être un commentaire? Le commentaire, c'est reprenons le premier schéma que j'ai présenté et faisons-le fonctionner au bout du bout. C'est-à-dire en disant, si je ne m'intéresse qu'aux critères de performance, je peux être aveugle sur ce qui détermine la performance. Ce qui détermine la performance, c'est aussi la capacité des gens à s'impliquer dans leur travail. Si au bout de quelques semaines de surpression, j'ai un absentéisme dans le secteur hospitalier très important, j'ai des démissions massives d'infirmières qui ne peuvent plus exercer leur travail correctement, alors mes indicateurs économiques vont être dégradés très fortement, ma capacité à faire de la qualité, sans que j'ai identifié où sont véritablement les causes. Et donc, si on dit qu'on est strictement et exclusivement omnibulé par des indicateurs de performance économique, on ne comprend pas le mécanisme vertueux qui permet de les tenir sur la durée. Et donc voilà, c'est un peu à la va-vite ma réponse, mais c'est de dire effectivement, comme Jean-Marc tu l'as dit, que comme cela fait système, si on ne tient pas en compte, si on ne prend pas en compte les effets multiples des évolutions du travail, des exigences du travail et des moyens dont il faut mettre à disposition pour atteindre la performance, on a une vision court-termiste, peut-être satisfaisante sur une certaine durée, mais ça n'a sûrement pas ni un vecteur d'attractivité, de fidélisation des collaborateurs et donc ni sur le développement durable de l'entreprise. Merci Serge. Écoutez, il est temps effectivement de conclure. Merci Sophie, Camille, Serge pour votre participation. Merci
aux nombreux participants qui sont encore restés, je crois que c'est un sujet important, que ce soit le cabinet PVB, que ce soit RH Partner, nous sommes à votre disposition. Nous sommes à votre disposition aussi pour répondre. Là, on a pris quelques questions à la volée, mais nous sommes à disposition pour répondre à vos questions. Par l'intermédiaire du lien, vous pouvez continuer à les poser. Et puis, il y a un replay que vous pourrez aussi revoir. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, à la prochaine fois. Au revoir, merci.